Bonjour à tous. Alors je pense qu'on est live. Bienvenue à ce webinaire sur le plan marketing 2026. On va laisser encore un petit peu de temps, pour se connecter. On va laisser encore une petite minute. Je vais lancer un petit questionnaire, tiens, pour débuter, hop, en lien avec notre sujet. Avez-vous déjà commencé à préparer votre plan marketing 2026? Alors je sais que Isabelle et Domiti ici l'ont fait. Moi je suis en cours chez Cinétique. Donc n'hésitez pas à voter et à nous en dire plus pour savoir si on se sent plus ou moins seul, sur ce sujet. OK. Eh bien, on va commencer. 50-50 en cours, non. Bon, bah, Isabelle, Domiti, vous êtes, vous êtes l'exception qui confirme la règle parce que je sais que vous avez déjà, commencé, même terminé. C'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui. Alors je me présente, je suis Aurore, je suis leader marketing chez Cinetic. On est une solution d'harmonisation de signature mail. Et aujourd'hui, on se retrouve, pour un webinaire, d'une trentaine, quarantaine de minutes, autour, du plan marketing. Je sais que c'est un sujet, sur lequel, les marketeurs sont tous en train de travailler très activement, comme les budgets aussi, et c'est intimement lié évidemment. On est sur une table ronde 100% féminine et 100% lyonnaise. Cinétique Bravo. est une solution lyonnaise. Donc, voilà, de fait, on a je sais pas trop vraiment si c'était voulu, mais en tous les cas, voilà, on est parti sur cette zone-là. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Domiti et Isabelle. Je vais vous laisser vous présenter et je vous remercie de vous prêter à l'exercice aujourd'hui. Domiti, si tu veux te présenter, nous dire ta vie, ton œuvre, qui tu es. Oula. Alors donc, Domitil, je suis en charge de la com et du marketing, les deux, j'ai cette chance-là. Chez Clasquin depuis 8 ans. Clasquin, c'est une boîte, c'est un commissionnaire de transport international. On a la particularité d'avoir notre siège qui est à Lyon, mais on bosse dans le monde entier. Donc j'ai un marketing multi-pays, international. Voilà, j'ai un profil hybride parce que d'abord j'ai commencé par la com et puis après j'ai rejoint le clan des marketeurs. Donc voilà, c'est vrai que mon premier réflexe, ça va être d'abord de penser com et puis après d'essayer de l'aligner à des enjeux marketing. Voilà, ravie d'être là. Merci Aurore pour l'invitation. Merci Domiti. Isabelle, à toi. Alors, Isabelle, tu es un petit peu floue chez nous. Je ne sais pas si c'est chez tout le monde pareil, mais Alors, ça va je peut-être. suis pas floue chez les autres, moi je me vois très bien. Bizarre. En retour écran. Donc bonjour à tous, je m'appelle Isabelle, je suis Head of Acquisition et Go-to-Market chez Dougs. Dougs, c'est un expert comptable en ligne pour les indépendants et pour les petites entreprises. Donc, je suis sur une cible quasi B2C. Donc, ma responsabilité, c'est de générer du pipeline pour nos commerciaux et donc, in fine, de closer des clients. J'ai un profil très orienté acquisition à l'origine, donc majeur growth, mineur product marketing, très, très data. Et donc, si je dois livrer un secret pour avoir réussi à finir son plan marketing là, fin novembre, en fait, c'est que 12 clôture au 30 septembre. Donc, moi, mon plan marketing, j'ai dû le préparer en fin d'année, mais c'était en septembre. Donc, là, je suis tranquille, mais je ne vous raconte pas la rentrée. Voilà. Sur les chapeaux de roue. Donc, l'idée du webinaire, c'est de voir un peu, de partir sur 3 grands plans. Le premier, un peu, vos objectifs, votre vision pour 2026. On va y revenir, mais dans un contexte qui est quand même incertain, avec des budgets quand même contrôlés, pour dire les choses politiquement. Un deuxième axe qui sera sur les canaux que vous allez activer cette année, la jeunesse de vos choix, vos arbitrages, comprendre pourquoi vous avez décidé d'aller sur tel ou tel canal. L'idée, c'est d'avoir une discussion super ouverte et donner un peu des insights et de partager vos apprentissages et donner
des idées pour les marketeurs qui nous écouteraient et qui seraient en train de réfléchir à leur plan. Et peut-être m'inspirer moi aussi qui suis en train de travailler sur mon plan pour Cinétique. Et puis enfin un focus sur la data qui prend évidemment énormément de place dans nos métiers de marketeur aujourd'hui, qui est le juge de paix in fine de nos actions, et sur lequel je sais que Isabelle a énormément de choses à dire. C'est son dada, donc on profite de son expertise pour prendre toute sa matière grise. Et ben, pour débuter sur 2026, sur vos objectifs, sur votre prio, le constat qu'on a fait toutes les trois en préparant ce webinaire et en fait en discutant avec pas mal de marketeurs autour de nous, c'est de se dire que quand même on est dans un environnement de marché qui est assez incertain, qui oblige à des budgets plus contrôlés, avec toujours plus de ROI, et des sources de trafic qui sont évolutives et qui sont, comment dire, sur lesquelles on peut un peu moins se baser que ce qu'on a connu. Bon, on va en discuter de suite, mais la première question que je voulais vous poser, c'est vous, en 2026, quelle va être votre priorité numéro 1 au marketing, et pourquoi? Quels sont vos contextes, vos enjeux? Pour comprendre ensuite le déroulé de votre plan. Et effectivement, quand on pose son plan marketing, la bonne question à se poser, c'est toujours de se dire quelle est ma priorité, quels sont les enjeux de boîte et à quoi j'ai besoin de répondre. Et bien peut-être Domiti, si tu veux débuter, et puis Isabelle, n'hésite pas à rebondir s'il y a des choses que tu veux ajouter, et puis ensuite je te passerai la parole. C'est vrai, enfin, Aurore, tu l'as bien dit, aujourd'hui, nos budgets sont de plus en plus contrôlés. Ils doivent répondre à des objectifs stratégiques très alignés sur le business. Alors moi, je suis dans un groupe international. Donc effectivement, les objectifs viennent de mes actionnaires et viennent de mes dirigeants. Donc d'abord, je vais prendre en compte ces objectifs-là. Donc c'est un peu ma limite, entre guillemets, et je vais tout faire pour aligner mes priorités à ces objectifs-là. Donc c'est un arbitrage qui est extrêmement serré. Donc, c'est en termes de ressources, temps, budget, équipe, tout ça est limité. Il faut choisir des projets avec des impacts forts, essayer de les prioriser entre qu'est-ce qui va être fort, qu'est-ce qui va être plutôt secondaire. Donc, utiliser une matrice impact versus effort. Et puis aussi, je suis dans une organisation multi-pays avec des maturités différentes. Donc, je vais aussi prioriser ça. Quels sont les pays qui vont avoir un fort besoin de visibilité ou d'orientation ou d'enjeux business, etc. Et du coup, moi, ça va pouvoir me driver un peu dans mon plan marketing et toujours avoir un objectif de différenciation sur chacun de ces leviers-là. Et donc, ton enjeu sur 2026, alors difficile de sortir un seul enjeu vu ton contexte. Et chez Cinétique, on est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on est sur 3 pays. Donc, j'ai effectivement des maturités de marché qui sont différentes entre l'Italie, l'Allemagne et la France. Donc, ça me parle pas mal. Est-ce que tu as quelque chose de commun sur ces pays, sur tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort? Là, cette année, 2026, on rebalaye un peu les cartes. Du coup, c'est vraiment place à la différenciation, mais en même temps à la visibilité et la notoriété. Donc, j'ai un peu une dualité à chaque fois, c'est d'essayer d'apporter un tronc commun en disant, voilà, Clasquin, c'est quoi ses axes forts, c'est quoi ses axes de différenciation, etc. Mais en même temps, tout en préservant les individualités culturelles de mes pays, leur maturité, etc. Donc, chacun de ces genres. Donc, je vais rentrer, donc ça, c'est un peu, on va un peu spoiler la suite du webinaire, mais je vais un peu rentrer dans la hyper-personnalisation. Et juste, je ne sais pas si tu l'as dit, tu couvres combien de pays et tu as une équipe de combien de personnes? Alors moi, j'ai une équipe de 12 personnes réparties à travers le monde. Donc ça, c'est une vraie chance parce qu'on ne s'improvise pas chinois, on ne s'improvise pas marocain, etc. Et en termes de pays, je suis sur 25 pays. Ah oui, oui. Donc, effectivement, des questions de diversité et je comprends le sujet de personnalisation derrière. Et en même temps, c'est toi, j'imagine, qui pilote la stratégie au niveau du groupe. Et ensuite, c'est de savoir comment
comment on décline. Et ça, c'est une vraie, pas une difficulté, mais un vrai challenge. Toi, je sais qu'Isabelle, tu n'es pas tout à fait sur les mêmes sujets. Tu es sur un environnement très franco-français, mais pas moins challengeant. Du coup, tu as des challenges qui sont vraiment différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand j'ai fait appel à vous deux pour préparer ce webinaire, je n'avais pas conscience à quel point vous étiez sur des sujets différents et à la fois complémentaires. Donc, Domiti, toi, ça va être des sujets de personnalisation et de notoriété. Donc, toi, Isabelle, sans dire trop, je sais que c'est des sujets plus acquisition. Je te laisse développer. Exactement. Donc, Doug's, c'est un expert comptable en ligne. Donc, qui dit expertise comptable, dit effectivement enjeux très nationaux, parce que chaque pays a ses normes de comptabilité. Donc, nous, on a vraiment un scope franco-français. Doug's a 10 ans et en gros, ils se sont dit il y a 10 ans, on va faire plus 50% de croissance chaque année. Sauf que là, cette année, en 2025, on clôture à 36 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je vous laisse faire le calcul, il faut qu'on rajoute 18 l'année prochaine. Donc 18 millions d'euros, ça devient de plus en plus dur chaque année et dans un contexte où en fait nos principales sources de trafic sont vraiment menacées par ChatGPT, par l'IA conversationnelle. Donc nous, on est très dépendant en bas de funnel du trafic SEO, SIA. Donc on a une vraie interrogation, une vraie épée de Damoclès sur est-ce que ces sources de trafic vont rester là et comment on va réussir à s'imposer sur les LLM. Et puis, par ailleurs, pour ajouter au caractère très mouvant de l'année, en 2026, il y a la réforme de la facturation électronique qui va enfin se concrétiser. Donc, les grandes entreprises devront être en mesure d'émettre et de recevoir des factures au format électronique. Les petites entreprises, elles devront seulement être en mesure de recevoir, mais n'empêche, elles vont devoir s'équiper de plateformes agréées. Et donc, en fait, c'est un énorme Big Bang parce que c'est l'année où tout le monde doit choisir son acteur qui sera, on va dire, très, très bien placé pour suivre et gérer ses flux financiers. Donc, il y a une centaine d'acteurs qui sont à la fois des éditeurs de logiciels, des prestataires de services, etc., qui sont sur les rangs. C'est vraiment ligne de départ et boum, tout le monde se lance, quoi. Donc, une année très mouvante, à la fois sur le volet menace et sur le volet opportunité. Et nous, la toile de fond de ce qu'on va faire, donc voilà, croître 50% de chiffre d'affaires. Mais en plus de ça, on doit mitiger un peu nos dépendances à des sources de trafic et des sources d'acquisition à la fois en haut de funnel. Donc, on a un cadeau que nous a fait un de nos cofondateurs de monter une chaîne YouTube il y a 5 ans qui maintenant compte 150 000 abonnés, qui est notre principale source de notoriété et ça, c'est top. Mais on en est très dépendant et du coup, on veut essayer de se diversifier en haut de funnel en termes de notoriété. Et puis, en bas de funnel, je vous expliquais qu'on est très, très dépendant aussi de tout ce qui est search et donc, on sent bien qu'avec l'IA conversationnelle, on ne peut pas maintenir cette dépendance. Et donc, nous, ça va vraiment être l'axe de l'année. C'est réussir à faire ce BP qui devient de plus en plus compliqué dans un contexte où rien n'est acquis par rapport à l'année dernière. Voilà. Et ça me... même question que pour Domiti. Toi, en termes de... Et je ne t'ai pas posé la question non plus à Domiti tout à l'heure. En termes d'équipe, comment tu es structurée, Isabelle? Et en fait, quelle est la part du marketing? Alors, je pense que c'est un peu plus facile en termes d'attribution de ton côté, Isabelle, mais peut-être que je me trompe, Domiti. Mais quelle est la part du market? Quel rôle joue le market dans la génération de leads, dans le business? Parce que le problème du marketeur, c'est qu'on nous dit toujours qu'on est un centre de coût, alors qu'on veut se présenter comme un moteur de croissance et un partenaire du business. Et du coup, vous, comment vous vous positionnez en termes d'équipe? Et enfin, tu l'as dit, Domiti, mais toi, Isabelle, tu l'as pas trop dit. Mais et puis la part, quel rôle joue le marketing? Par exemple, je sais que chez Cinetic, nous on a des enjeux où on doit prendre une part de plus en plus importante. Dans le contexte que tu évoques, Isabelle, c'est ultra challengeant. Intéressant aussi, mais très challengeant. Alors nous, en termes d'équipe, donc on a une équipe acquisition qui compte tous nos experts canaux, donc du SIA, du SEO, du marketing automation aussi, donc le CRM. On a une équipe de go-to-market. Donc là, on va avoir les experts de chacune des offres. Donc on est expert comptable, mais on fait aussi de la création d'entreprise en ligne. On a un logiciel de facturation, on fait de la facturation électronique. Donc on a un porteur pour chacune de ces offres. Et puis on a une équipe marque et communication
où on va retrouver toutes les personnes qui animent les réseaux sociaux, le brand design, etc. etc. Donc, on forme une grosse équipe marketing et communication sur laquelle moi, j'ai vraiment le volet acquisition et une partie du go-to-market. Et du coup, le marketing, en fait, c'est 100% du business, dans le sens où on ne fait que de l'inbound. Et donc, on est vraiment... En fait, ça, c'est génial parce que du coup... alors, s'il y a du partenariat, on a un collègue au partenariat, mais en fait, il fait partie de la famille, quoi. Donc, on n'a pas du tout de guéguerre. On est vraiment intégré à l'engin de Growth Engine, quoi. On en est vraiment une partie intégrante et on fonctionne très bien avec les sales parce que je pense qu'on parle vraiment un langage identique. Moi, je suis très quanti, j'ai des objectifs que j'ai construits pour qu'eux puissent atteindre leur target. Donc, je me suis vraiment basée sur ce qu'on leur demandait de faire. Et donc, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas la guéguerre de... c'est un lead marketing ou un lead sales ou un lead partenariat. En fait, il y a 90-95% de marketing, 10% de partenariat et on ne se mène pas de guerre et tout le monde travaille ensemble. Ok. Voilà. Ouais, 100% pression avec les 36 millions à faire. Tout va bien. Ouais, gros. En fait, je sais si je vais passer une bonne journée ou pas quand j'arrive le matin à 9h, je regarde les résultats de la veille. C'est vraiment... voilà. Moi, je vis vraiment au pouls. Je suis branchée sur les perfs. Et en même temps, c'est ce qu'on demande de plus en plus aux marketeurs. Enfin, moi, j'ai vu l'évolution du rôle du marketeur. Vraiment, on va de plus en plus dans cette partie-là. Et ça me permet de faire le lien, et c'était pas du tout fait exprès, mais avec une autre évolution auquel on doit faire face. Et c'est pas l'objectif principal de ce webinaire, mais de parler un peu de l'IA, parce que c'est vrai que tous les webinaires, tous les sujets qu'on voit passer en ce moment, depuis bien 1 an et demi, portent sur l'IA et le marketing, sur le contenu et le marketing et l'IA, etc., etc. Et il y a une grande question, c'est de se dire à quel point ça rabat un peu nos cartes en tant que marketeur. On a tous entendu à un moment, non mais c'est bon, il n'y a pas besoin de recruter, tu demandes à une IA de faire ça et puis ça ira. Mais voilà, l'idée, c'est vous, comment vous voyez l'IA sur 2026 dans votre plan? Est-ce que vous y avez pensé? Quelles sont vos positions? Je sais qu'il y a des positions assez fortes côté Isabelle sur ce sujet. Toujours dans cette idée de faire un peu le contexte, pardon, dans lequel on évolue. Quelles sont vos positions là-dessus? Est-ce qu'on va le développer un petit peu, mais après, dans les canaux que vous allez activer, mais à quel point vous avez réfléchi à l'IA dans votre plan, et quels sont un peu les use cases que vous identifiez? Isabelle, je sais que toi, du coup, l'IA, c'est pas forcément ton dada. Je sais pas si tu veux en dire plus, sans faire technophobe, évidemment, mais je sais pas si tu veux nous en dire un petit peu plus et voir comment tu vois la chose. Du coup, oui, moi je suis pas une grande fan de l'IA. Je m'en sers éventuellement un peu pour de la recherche documentaire, de la synthèse de documents. Mais globalement, je trouve que déjà, je repère à 10 km tout ce qui a été fait avec de l'IA. Je trouve que c'est le stagiaire bavard, quoi. Donc pas toujours pertinent. Non, mais j'ai vu de ces trucs aussi. Donc pour le coup, moi, je crois vraiment en fait dans le fait d'analyser les données, tu vois, on parle aussi beaucoup d'analyser des insights avec l'IA, mais au final, oui, alors de regarder des résumés de call à l'échelle et de voir ce que l'IA te tire au global, c'est intéressant, ça te permet d'aller plus vite, mais en fait, moi, ça m'empêche pas d'écouter des calls clients parce que du coup, j'entends leur voix, j'entends vraiment les mots qu'ils emploient, et ça, en fait, l'IA, elle passe totalement au travers de ce côté. Vraiment, les insights, c'est difficile, je trouve, de les capter avec l'IA. Pareil, moi, je travaille beaucoup avec de l'analyse
manuel. Alors, c'est pas toujours très simple, mais j'analyse énormément les données moi-même et c'est comme ça que je trouve les meilleurs trucs. Donc après, on l'utilise beaucoup typiquement en SEO pour de l'étude de SERP, de résultats de recherche, pour de la création de trames. On l'utilise beaucoup pour développer des simulateurs, par exemple. Globalement, la boîte dans laquelle je gère est très technophile de ce point de vue-là. Donc, même sur les opérations, il y a plein de choses qui sont faites par l'IA. Néanmoins, moi, je crois encore quand même dans le process où parfois, il faut passer un peu de temps à réfléchir sur les choses et pas sous-traiter la réflexion. J'appelle tous ceux qui sont là à me dire quels sont leurs meilleurs use cases, parce que moi, malheureusement, j'arrive pas à sortir de cette posture un peu technophobe. Et puis peut-être que tu as cette posture aussi parce que tes sources de trafic sont menacées par l'IA et que du coup, tu te dis, mon Dieu, il faut que je trouve une solution. Peut-être qu'il y a de ça aussi derrière. Je sais pas. Mais tu nous en diras peut-être un peu plus. Domitier, toi, je crois que tu as un petit peu moins, un peu moins IA-phobique qu'Isabelle. Je te taquine, Isabelle. Hein. Si je partage quand même un petit peu ton avis, hein, moi, l'IA n'est pas là pour remplacer, pour remplacer mon job ou le job de mes collaborateurs. Par contre, j'essaye de pas nous fermer à ça, parce que malgré tout, on est tous confrontés à cette nouvel outil. Premier point, pour moi, l'IA, en tout cas pour mes équipes, déjà, je les encourage à les utiliser. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un accélérateur de créativité. On est, nous, dans un métier où on doit être force de proposition, mais systématique, 100%, tous les jours. Toutes les minutes, il faut qu'on crée un nouveau slogan, il faut qu'on crée une nouvelle campagne, il faut qu'on crée un nouveau truc. Donc, à un moment donné, forcément, l'esprit humain a ses limites. Et donc, l'IA, moi, je l'utilise comme ça pour nous rechallenger un petit peu et pour revenir à l'utilisation du bon mot. Voilà, ça c'est vraiment un axe fort. Après, je ne vais pas oublier le brainstorming, je ne vais pas oublier la réflexion propre, la stratégie. Quand une de mes équipes, quand une personne de mon équipe arrive avec une proposition, je vais lui demander d'exprimer, d'étayer cette proposition et pas de me dire, tiens, tu me fais un truc sur copilote. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je trouve aussi, ça rejoint les éléments que je donnais au début, c'est que moi, je suis vraiment dans une campagne de hyper-personnalisation et quand même d'authenticité. Donc, c'est vrai que l'IA m'apporte cette finesse-là de wording. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Par contre, effectivement, Isabelle, moi, je te rejoins. Ça ne va pas changer l'humain, ça ne va pas changer la voix de nos clients, ça ne va pas changer l'utilisation d'un mot. Pourquoi un de mes clients, un de mes experts, parce qu'on est très dans la mise en valeur des experts, va utiliser ce mot-là plutôt qu'un autre. Et ça, il ne faut pas l'occulter. Donc, c'est toujours dans cette dualité dans notre métier. Et c'est ça qui est chouette dans notre métier. Hein, c'est qu'il faut qu'on arrive à être agile entre ce que la techno nous propose et entre aussi les fondamentaux du job, parce que ça reste un job. C'est de utiliser l'outil à bon escient, mais sans oublier sa matière grise et son job. Donc, pour moi, l'IA ne remplacera pas les marketeurs. Il viendra justement les surperformer. Ouf. On a encore quelques années devant nous. Je vous rejoins complètement. Moi, je sais que parfois, ça m'évite l'angoisse de la page blanche quand on doit travailler sur certains sujets pour se lancer. Mais effectivement, l'analyse humaine et le step back qu'on peut prendre est toujours plus pertinent. Et puis, Aurore, je pense que si tu peux me permettre, on est très exigeant avec le service marketing et le service com. C'est que l'erreur n'est pas possible dans notre métier. Donc, c'est vrai que l'IA, pour moi, c'est aussi une réassurance. Et surtout pour mes équipes peut-être un peu juniors, quand je leur dis, écoute, t'es sûr de ta campagne, etc. Oui, c'est bon, je l'ai passé dans Copilote. Voilà, ça y est, c'est fait, il n'y a pas d'erreur de frappe, etc. Et ensuite, pour revenir aussi à un point qu'on avait évoqué juste avant,
pour nous, la gestion de l'IA, ce n'est pas un sujet marketing, c'est un sujet informatique. Donc vraiment, tout ce qui est formation autour de l'IA, la gestion de l'IA, comment l'utiliser, tout ce qui est compliance avec l'IA aussi, c'est mon service informatique qui le prend en charge et qui déploie dans l'organisation, donc en France et ailleurs, évidemment, des formations sur l'IA et comment bien l'utiliser à titre business aussi, parce qu'on peut trouver plein d'informations, mais tout en préservant aussi ses données. Ouais, c'est vrai. Le côté réassurance, de temps en temps, je l'admets, moi, je l'utilise aussi. Voilà. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. C'est vrai que oui, on est des métiers qui sont très scrutés. Ce qu'on fait, c'est très regardé. On est en front et il y a toujours des commentaires et des critiques qui sont assez faciles à émettre et d'avoir un sidekick qui nous confirme que ce qu'on fait, c'est pas complètement déconnant. Parfois, ça fait du bien. Et ben très bien pour toute la partie contexte. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je vous propose qu'on aille un peu plus deep dive dans effectivement ce que vous avez choisi comme levier sur 2026 en tenant compte de vos challenges perso et de vos contextes d'entreprise. Pour moi, il y a l'histoire des leviers. Moi, j'ai une grosse question qui est comment on arrive à rééquilibrer entre paid, owned et earn en 2026. Comment on fait ces choix-là. Je trouvais que c'est intéressant qu'on se pose cette question et qu'ensuite on aille un peu plus deep dive dans les leviers. Alors, je ne sais pas si Isabelle ou Domiti, il y en a une des deux qui veut aller rapidement sur ce sujet. Allez, je te laisse la priorité, Domiti. Une nouvelle fois, on n'a pas la même approche. C'est ça qui est chouette avec Isabelle, c'est que moi, avant de payer quelque chose, je vais d'abord essayer d'utiliser toutes mes cartes que j'ai à ma disposition. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est très variée, qui est très créative, qui sait manier les outils. Et du coup, voilà, je vais d'abord travailler avec elle pour essayer d'être force de proposition. Et aussi, un de nos enjeux, et c'est ce qui nous relie à Cinétique aussi, c'est moi, une de mes orientations premières, et en tout cas, c'est ce qui m'a animée quand j'ai travaillé mon plan marketing, c'est d'essayer d'harmoniser tous les supports qu'on avait à notre disposition. Donc, le site web, les réseaux sociaux, les signatures mail. Voilà, l'harmonisation des signatures mail, comme je l'expliquais au début, on est dans un groupe qui est de 1600 personnes à travers le monde. J'en avais marre d'avoir le musée des petites horreurs avec le logo qui était étiré à droite, à gauche, un logo vert, un logo jaune, encore une bannière où il y avait Bonne fête maman pendant l'été. Enfin, c'était juste pas possible. Donc, c'est vrai que j'ai travaillé et on va continuer à travailler avec mes équipes à harmoniser tous nos supports, à avoir le même message, avoir une signature mail qu'on peut utiliser après dans des campagnes marketing ciblées pour qu'on puisse utiliser, pour qu'on puisse vraiment étudier la donnée. Et donc là, je rejoins le côté Isabelle très donnée. Voilà, donc vraiment, mon arbitrage et mon équilibrage, ça va être d'abord d'utiliser la force grise de mes équipes, d'harmoniser mes supports. Et après, par contre, pas de problème pour payer dans des formats différents. Et c'est ça qui, pour moi, est très important, c'est que ça ne me dérange pas de mettre du budget pour essayer de faire la captation vidéo, pour essayer d'aller attraper du trafic en poussant 2-3 campagnes sur LinkedIn parce que ça répond à mes objectifs premiers de mes actionnaires et les objectifs que j'avais déterminés comme prioritaires. Voilà. Mais ça ne va pas être ma priorité numéro 1 de payer d'abord. Voilà. Isabelle, si tu veux réagir. Moi, c'est mon côté material girl. En ayant travaillé 5 ans en agence de publicité en ligne, je trouve que le paid, c'est formidable. C'est un accélérateur de croissance quand c'est bien fait. Bon, il se trouve qu'en l'occurrence, j'ai appris à bien le faire. Non, nous, la problématique qu'on a, en fait, c'est essentiellement le temps parce que, voilà, 18 millions d'euros à générer en 12 mois. Il y a déjà 2 mois qui sont passés, donc ça va très vite. Et donc, en fait, nous, on fait les deux, c'est-à-dire que, et on retravaille, enfin, les deux, les trois, et on retravaille notre site, et on travaille sur nos réseaux sociaux organiques, et ensuite, on accélère aussi sur le paid. Donc, on a une augmentation significative de budget parce que là, dans les zones de croissance et les niveaux de chiffre d'affaires que Doug's atteint, on peut se passer
d'aucun des leviers. Et ensuite, nous, ce qui va être stratégique là cette année, donc ça a l'air d'être un peu bourrin ce que j'annonce, on appuie partout. On va quand même essayer de voir où est-ce que ça marche et donc d'améliorer notre attribution, parce que pour le moment, on n'a pas une attribution suffisamment propre pour arbitrer entre les canaux. Donc voilà, on construit la route et on roule en même temps. Je pense comme tous les marketeurs. L'attribution, ça m'intéresse. On n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais peut-être en 1 minute, est-ce que tu peux nous dire comment tu as prévu de mener ce chantier-là? Parce que c'est un chantier que tous les marketeurs, et je pense que Dominici, tu nous parles de notoriété depuis tout à l'heure, l'attribution sur la notoriété, c'est un gros sujet. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots? Alors, je sais qu'on n'en a pas parlé avant, mais si tu peux nous partager ton... En impro. Bien sûr. Alors pour le coup, nous historiquement, on utilise, en gros historiquement, on a une boîte qui a 10 ans, Dougs, qui a des fonctions assez matures et puis d'autres qui le sont un peu moins. Et typiquement, donc l'équipe marketing, elle a 3-4 ans, telle qu'elle existe là à l'heure actuelle. Avant, ils faisaient autrement. Écoute. Et l'équipe data, pareil, elle a 3-4 ans, mais typiquement, elle s'est attaquée à la data plutôt des opérations, donc de la production comptable que gère Dougs, pas trop à la data de l'acquisition. Donc jusqu'ici, en fait, on avait un tracking publicitaire complètement défaillant. Donc là, pour le coup, on l'a remis à plat avec l'aide de consultants qui nous ont aidés à tout remettre d'équerre. Donc ça, déjà, c'est réglé et on a un tracking qui nous permet qui est server-side. Donc en gros, on évite les problèmes d'adblocker, on évite les problèmes de navigateur Safari qui bloquent les cookies, etc. Donc on récupère de la visibilité. Et jusqu'ici, on se basait beaucoup sur l'attribution faite par notre CRM, donc HubSpot. C'est généralement une attribution qui est dite first click. Donc, en gros, on regarde quelle est la première source, la source qui a amené la première visite sur le site. Et sauf que notre attribution HubSpot, on est aveugle sur 60% de nos leads. Et ce n'est pas corrélé à l'acceptation ou non des cookies. C'est juste natif HubSpot et du fait qu'on a... notre produit qui est hébergé sur une app maison qui est intégrée avec HubSpot, ça nous rend aveugle sur 60% de la donnée. On s'est rendu compte en plus qu'il y avait des leads qui changeaient d'attribution et pareil, c'est natif, on n'y peut rien. Donc c'était quand même très problématique. Du coup, là, on est en train de mener tout un chantier de data engineering, donc où nos équipes sont en train de remonter toutes les sources de données dans BigQuery. Donc BigQuery, c'est une solution d'hébergement de données quelque part. Et à partir de BigQuery, on va retravailler la donnée pour faire en sorte qu'elle soit affichable, requêtable, etc. Et donc là, c'est un chantier sur lequel on part pour les 3-4 prochains mois. Donc on va garder cette vision first click. Je pense qu'elle est intéressante. De voir qu'est-ce qui a amené en fait les gens à arriver pour la première fois chez toi. Et puis, on va également regarder les derniers clics avant les changements d'étape un peu intéressants. Typiquement, le moment où un simple lead qui traînait dans le CRM, qui avait téléchargé un contenu un jour, qu'est-ce qui fait qu'un jour, il décide de s'inscrire sur le produit et vraiment d'aller voir ce qu'il y a dedans? Là, cette dernière source et cette dernière action avant de réellement passer à l'action, elle nous intéresse aussi. Donc, on va à la fois avoir une vision first click, une vision last click avant les étapes cruciales et puis une vision pondérée. Donc, pour le moment, c'est beau, c'est joli, c'est sur une slide et c'est magnifique. Ouais, là, ça fait rêver. Comme ça, je pense qu'on rêve tous. J'en rêve, mais tu vois, on termine l'expression de besoin là cette semaine, puis ensuite on passe dans la mise en œuvre du projet. Et là, peut-être que on aura passé la phase de lune de miel et je te dirais, mais quel enfer ce projet. En fait, j'étais bien avec 60% de hier sur mes données. Donc voilà. Pour le moment, j'ai encore les yeux de l'amour. On se retrouve dans 6 mois pour débriefer. Parfait. Je vois qu'il retourne. Est-ce que vous pourriez l'une et l'autre
aller concrètement sur les leviers que vous avez choisi d'activer sur 2026 et pourquoi. Je sais, donc Isabelle, que toi, tu as ton sujet, donc que tu disais qu'avec les LLM, ton trafic SEO, SIA diminue et que ben, tu as un enjeu là-dessus et comme le payant et ton dada, j'imagine que c'est un challenge assez important pour toi. Mais voilà, je suis assez intéressée de savoir sur quel levier vous avez décidé de mettre le budget et les efforts et comment vous avez fait ces arbitrages-là. Bah, Isabelle, si tu veux y aller, donne-nous les tips pour faire en sorte que la baisse de trafic SIA ne se sente pas dans les résultats. Alors du coup, nous, on a déjà dû reprendre un petit peu, quelques éléments de base. Typiquement, on a un site qui est encore pas super optimisé, avec des positionnements qui ont pu évoluer, qui n'ont pas toujours été mis à jour. Donc, en fait, on a vraiment commencé par la base de se dire, OK, c'est quoi nos positionnements, comment ils se reflètent sur le site, comment ils se reflètent sur la plaquette, comment ils se reflètent sur la vidéo démo. Et donc, on est en train de mettre à jour tous ces assets. L'objectif, c'est que voilà, si on a quelqu'un qui arrive sur le site, il faut qu'on le convertisse. Il y a aussi un autre aspect, c'est que nous, on est historiquement un gros business de content marketing, donc on propose plein de contenus assez experts, etc., que les gens téléchargent. Mais en relisant l'autre jour un nurturing, j'ai dit à une fille de mes équipes qui me disait, la proposition de valeur, c'était télécharge ce guide et en 3/4 d'heure, tu sauras comment gérer les premiers papiers de ta boîte. Et je disais, mais est-ce que ça fait encore rêver les gens de télécharger un livre blanc pour apprendre à gérer les premiers papiers de sa boîte? Enfin, non. Je pense pas. Donc en gros, on est vraiment aussi dans une phase d'adaptation de tous nos contenus pour les rendre quelque part un peu IA-proof. Donc on s'est dit que, en fait, on est vraiment parti de la réflexion, qu'est-ce qui fait que les gens auront quand même envie de nous laisser leur contact? Et on s'est dit que la marque personnelle de notre cofondateur, donc Patrick, qui a sa chaîne YouTube à 150 000 abonnés, c'est quelque chose qui fait venir les gens au webinar. On a des webinars à 400-500 personnes parce qu'il est là et qu'il est hyper fort et sur le fond et dans la forme de ce qu'il raconte. On a un gros axe aussi autour de l'expertise. Donc typiquement, nous, on a des experts comptables qui racontent pas n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment validé. Et donc, en fait, ce tampon-là, c'est un expert qui le dit. Ça a beaucoup de valeur. Le live, donc je parlais de webinar, on pense qu'il y a une vraie expérience qui est, en fait, que l'IA ne peut pas fournir. Le fait d'être en live avec des gens, mais en live aujourd'hui, l'IA ne peut pas remplacer ça. Donc on va continuer à rendre notre contenu IA-proof aussi avec des données propriétaires. Donc ça, c'est vraiment pour les bases. Et ensuite, sur quels canaux on a décidé d'aller? Alors en haut de funnel, donc on a un YouTube qui est super fort et ça, c'est encore une fois un super cadeau tombé du ciel et beaucoup de travail d'un de nos cofondateurs. Ça génère énormément de notoriété, donc on doit trouver de nouveaux relais de notoriété. Donc on se lance dans les RP. Alors, ça peut paraître complètement à contre-courant en 2025-26, mais écoutez, on ne l'avait pas fait jusqu'ici. Donc voilà, les RP. On va aussi beaucoup travailler d'autres réseaux sociaux organiques avec d'autres ambassadeurs et ambassadrices, parce que le fait que notre cofondateur soit un homme et soit notre ambassadeur principal, notre source de visibilité principale, ça fait qu'on a 2 fois moins de femmes dans notre base que de créatrices d'entreprises. Donc ça, c'est quand même un problème. Donc on va se développer sur les réseaux sociaux en organique. On a également une équipe technique qui travaille à référencer notre site pour les LLM. Donc en vrai, il n'y a pas de playbook pour l'instant, mais ils font plein d'expériences pour optimiser notre référencement sur les LLM. On se dit que le référencement sur les LLM, ça passe par un super SEO. Donc on continue d'investir beaucoup sur le SEO. Et puis moi, j'ai négocié aussi une grosse augmentation de notre enveloppe de paid. Donc un plus 80% sur le search advertising parce qu'on a des concurrents qui sont très bien équipés en termes de budget et du coup on n'était pas en mesure de rivaliser sur les requêtes intentionnistes. Donc pour le coup là maintenant on a les moyens de rivaliser et ensuite on multiplie notre budget social ads par 10 parce qu'en fait on était nulle part jusqu'ici et donc ça passe par du coup une grosse stratégie de créa. Et voilà. Donc, comme je vous dis, encore une fois, nous, notre variable limitante, en fait, c'est surtout le temps. Parce que on doit délivrer une croissance énorme sur 12 mois. Donc, on appuie un petit peu partout et on se donne les moyens de pouvoir mesurer où ça marche. Et sur le social, vous avez moi, par exemple, à titre perso, pour Cinétique,
je me pose la question de me dire, est-ce qu'à un moment, on n'a pas intérêt d'aller sur TikTok ou sur Instagram ou je ne sais pas, dans une optique de lead gen, hein, évidemment. J'ai pas encore pris une décision sur ce sujet-là. Est-ce que toi, tu sais un petit peu, en même temps, comme tu es presque sur du B2C? On est déjà sur Meta, donc sur Facebook et sur Instagram, et ça marche très bien. En fait, ça marche presque mieux que LinkedIn, parce que LinkedIn, on a des CPM hyper élevés, donc on s'y retrouve pas, franchement, par rapport à nos paniers moyens. En revanche, Meta, où on trouve monsieur, madame, tout le monde, ça marche très bien. TikTok, je te dirai le mois prochain. Là, on relance des tests ce mois-ci. Et les 2 trucs, je pense qu'on va tester aussi assez rapidement en Q1, ça va être Reddit. On a très, très envie d'aller sur Reddit parce que nouveau territoire. Et autre truc qu'on va explorer aussi, c'est Spotify en programmatique. Okay. Donc, on va essayer la pub sur Spotify. En fait, l'avantage d'avoir négocié un gros budget, c'est de pouvoir mener ces tests-là. Mais donc, rendez-vous plutôt milieu Q2 pour dire si ça a marché. En même temps qu'on fera le débrief de l'attribution. Et pour rebondir sur les RP, je pense qu'on est beaucoup à se relancer sur le sujet, et notamment parce qu'on sait qu'un des piliers pour des LLM, c'est la partie autorité. Et ton autorité, tu l'as grâce, in fine, à tes RP. Donc, je pense que c'est un levier qui a été un peu mis de côté et sur lequel, on se disait tous, il faut que je le fasse, mais on s'en sait jamais vraiment. Puis c'est un coût aussi de se faire accompagner par une agence, mais je pense que c'est pas complètement déconnant et c'est pas si old school que ça, quoi. Mais ok, hâte d'en savoir plus sur on fera un bilan fin Q2 pour savoir où tu en es. Domiti, toi, du coup, tu es plutôt sur la culture du gratuit. Ouais. Ouais, mais même dans les RP, tu vois. Moi, je viens du monde de la presse et j'avoue que je travaille plutôt par du relationnel, par un canal d'adresse que j'ai pu tisser plutôt que d'aller payer l'achat d'espace. Alors après, nous, on fait pas de pub. On n'a pas besoin et on n'est pas sur un secteur qui génère de la pub. Donc c'est vrai que l'orientation est un peu différente. En termes de levier, nous, pour répondre à ta question, moi j'en ai 3, en tout cas que j'ai identifié clairement dans mon plan marketing. Le premier, c'est l'harmonisation de tous nos supports digitaux. Donc, pour le rendre plus puissant et surtout pour l'aligner à nos 2 orientations stratégiques. Donc, ça va être le site web. Donc, on va dépenser pour le coup un peu de sous en référencement. Et l'hyper-personnalisation, puisque du coup, il y aura du référencement par zone géographique, ce que je n'avais pas avant. Les réseaux sociaux, donc cette fois-ci, on va quand même se faire accompagner parce que maintenant, on devient un peu victime de notre succès sur tout ce qui est campagne ambassadora qu'on a pu mener depuis déjà quelques mois en interne. Donc, j'ai choisi cette fois-ci de me faire accompagner par des professionnels pour nous aider dans l'opérationnel et d'essayer d'être encore plus percutant et de nous donner vraiment de la donnée et des KPI. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est web, en tout cas outils digitaux, newsletters sur le web aussi pour pouvoir générer des vraies données et fiables et pas du bricolage comme on peut le voir un peu comme on peut le faire. Le deuxième axe, c'est l'événementiel. Pareil, je reviens un peu aux fondamentaux, mais pour moi, quand il s'agit d'incarner des sujets, je veux que mes collaborateurs et mes audiences puissent l'entendre avec des vrais mots. Là, on parlait de l'IA. Là, je suis à l'encontre de l'IA. Je veux que ça soit mes dirigeants ou chacun des porte-paroles que j'aurais déterminés qui puissent proposer et qui puissent clairement identifier et formaliser les objectifs. Et nous, marketeurs, on est extrêmement puissants là-dedans parce qu'on va proposer du contenu, on va proposer une forme aussi qui va permettre de mieux incarner et de mieux s'approprier les messages. Et aussi, je le disais, tout ce qui est création de nouveaux supports un peu digitaux qui viendront renforcer un peu notre marque et notre visibilité. Donc, on parlait de Cinétique avec les signatures mail. C'est vrai que depuis qu'on a mené le chantier avec vous il y a un peu moins d'1 an, on voit l'impact que ça a déjà. Tout est propre. Tout est homogène. Le logo Clasquin est le bon. C'est bête. Mais aussi, ça a permis aussi de travailler sur une vraie gouvernance entre les services
pour moi aussi, c'est un message que je voulais diffuser dans ce webinaire-là, c'est qu'un marketeur seul est un marketeur pas heureux. Pour moi, le marketing doit être intégré au business, donc ça, on l'a déjà dit. On suit les mêmes, on est aligné au sujet business. Il faut qu'ils suivent aussi le service informatique, parce que CRM, parce que IA, parce que outils digitaux, il faut qu'on soit dans la même mouvance. Et aussi les RH. Et c'est vrai que Signitic, l'organisation des mails, des signatures mail, a favorisé ce rapprochement-là et cette intégration, parce qu'on a créé une gouvernance avec ces 3 têtes-là. Maintenant que les signatures mail sont OK, on va pouvoir travailler sur des campagnes plus élevés qui viendront répondre naturellement à nos 2 objectifs fixés par notre actionnariat. Voilà, c'est un peu les trois sujets que j'ai souhaité développer dans ce plan marketing-là. Évidemment, on va rajouter du paid, mais comme j'expliquais, pour l'instant, c'est la volonté et après, on verra se faire accompagner plus en détail. Je vois que le temps tourne. Je voudrais juste qu'on évoque deux derniers sujets et ensuite on passera aux questions. Domiti, tu nous as pas. Alors, les 2 sujets que je voudrais qu'on évoque, c'est je sais que Domiti, tu as une strate d'ambassadeur. Ouais. Et ça, c'est le sujet des communes, de l'ambassade d'Aura. Tout ça, c'est des sujets qui reviennent assez régulièrement chez les marketeurs. Je suis assez preneuse de savoir en 2 minutes ce que tu vas faire. Et le deuxième sujet, c'est, et on finira là-dessus, c'est le dada d'Isabelle. Les data, c'est Isabelle, une fois que tout ce plan et cette EP, comment tu suis la performance et quels sont tes conseils ce qu'on se disait avec Domiti, on n'a pas le même niveau de maturité, d'analyse que toi, tu peux avoir et de granularité, notamment dans la data. Donc, quels sont tes conseils pour gérer ça? Donc, en 2 minutes, Domiti, l'ambassadora, et ensuite Isabelle, en 2 minutes, les data. On prend les questions et on va manger. Ok, alors l'ambassadora pour nous c'est extrêmement simple. Comme je le disais, on est sur une opération de visibilité et on est dans un groupe international. Donc le compte LinkedIn Clasquin ou les réseaux sociaux associés ne peut pas porter tous les messages et ne peut pas avoir cette puissance-là. Du coup, on a travaillé depuis 2 ans à de la sensibilisation interne avec des cibles clairement définies, donc patron de pays, sales, top management, et on les a sensibilisés au bienfait de prendre la parole en public et d'utiliser sa communauté. On a fait des pilotes, ça a cartonné. Ça a cartonné, notamment notre patron de l'Espagne. Maintenant, quand il va à un salon, on l'appelle le nouvel influenceur de l'Espagne sur notre secteur, parce qu'il s'est approprié les messages. Aujourd'hui, on a 6 pays et on tient un planning édito avec les patrons de pays sur 6 mois, avec leurs propres messages. Mes équipes font la créa, rédigent les messages et discutent avec le country manager sur ses orientations, ses enjeux. Et on va worder ce texte-là pour lui. Il y a différents niveaux d'ambassadora. Il y en a où on a les accès directs à leur compte et on le fait nous-mêmes, selon des jours et des horaires prédéfinis avec lui et en fonction de la zone géographique dédiée. Et il y en a où ils veulent le faire eux-mêmes et ils répondent à leurs inbox, etc. En tout cas, c'est extrêmement puissant. Et nous, en termes pour Clasquin, ça nous permet aussi d'avoir un nouveau niveau de wording. Ça veut dire que moi, sur le compte LinkedIn Clasquin, je vais du coup avoir un niveau très corporate, très notoriété, et laisser des sujets un peu plus simples, locaux, à mes patrons de pays. Voilà. Et donc ça fonctionne super bien, et c'est très old school comme pratique, mais ça revient en flèche en ce moment. Et tu as tenté de faire du sponsor, alors parce que de sponsor de poste ou pas? Parce que l'autre jour, j'étais justement un événement sur le webinaire, sur le plan marketing, pardon. Et tout le monde me disait, il faut absolument sponsoriser les posts LinkedIn des dirigeants, ça fonctionne du tonnerre, etc. Donc, je suis assez preneuse de savoir si c'est vraiment le cas ou pas. Et effectivement, dans le feed LinkedIn, on sait que LinkedIn donne moins de visibilité à l'organique, au gratuit qu'au payant. Il faut aussi qu'ils fassent leur beurre. Mais du coup, ça n'a pas marché. Chez nous, ça n'a pas marché. À chaque fois, c'est le gratuit qui fonctionnait, et surtout sur des pays avec une forte communauté. Je ne vais pas faire ça avec un country manager qui a 20 followers, c'est pas possible. Par contre, je vais le faire avec quelqu'un qui a déjà une communauté assez
construite, assez solide, qui poste un petit peu aussi, parce qu'il faut quand même que sa communauté soit assez habituée à avoir des posts. Et ça fonctionne super bien. Ok. Bon, Voilà, à voir, je vais arbitrer. Et pareil, dans le webinaire de fin Q2, je vous dirai si les posts sponsors ont fonctionné ou pas. Le mot de la fin sous l'angle de la data, il va être pour toi, Isabelle. Quels sont les conseils que tu donnerais pour juger si le plan marketing défini est efficace ou pas? Comment tu fonctionnes, toi? Alors pour le coup, il faut déjà se fixer des objectifs. Donc mettre les objectifs de boîte en relation avec des objectifs marketing. Et puis ensuite, moi, tous les matins, je regarde mon atteinte de la veille versus objectif, mon atteinte depuis le début de la semaine, mon atteinte depuis le début du mois, depuis le début de l'année. Et ensuite, je décompose. Alors, je vais plus ou moins de manière plus ou moins profonde selon la période que je regarde. Mais typiquement, si je suis en retard sur mon volume de closing, je vais regarder ce qui pêche. Est-ce que c'est le taux de closing, le taux de non-qualité, la vitesse de closing? Est-ce que c'est sur les leads entrants qui ont closé direct qu'on est en retrait, auquel cas il y aurait peut-être un problème de qualité ou de volume? Est-ce que c'est qu'on n'a pas assez fait de réactivation? Est-ce que les séquences des sales ont été moins efficaces? Donc ça, on va dire, c'est les analyses de routine. Et en fait, en décomposant petit à petit la performance et en revenant jusqu'aux sources qui ont généré le trafic, on arrive à trouver des tendances. Et ensuite, ma bonne résolution de l'année, quand l'équipe sera un petit peu plus staffée, c'est de garder 2-3 heures par semaine pour, en gros, de la pure analyse exploratoire. Typiquement, un sujet défini, me dire, je me laisse 2-3 heures là pour regarder ce que je peux en tirer. Est-ce qu'il y a quelque chose à accentuer? Est-ce qu'il y a quelque chose à couper? Donc voilà, j'ai à la fois l'analyse de routine régulière et puis de l'exploratoire. Tu nous fais rêver, Isabelle. Le plan d'attribution, faut pas l'analyse. Ça fait rêver. Pardon, t'as dit que ça a coupé. C'est en construction. Ouais. C'est les vœux qu'on fait en fin d'année pour l'année prochaine. On va prendre s'il y a des questions. On a vraiment dépassé, mais bon, je pense que c'est des sujets qui sont ultra intéressants et sur lesquels c'est toujours un peu difficile de contraindre dans un timing précis, et on peut vite extrapoler. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je laisse 1 ou 2 minutes. Et pour faire la petite pub de Cinétique, comme le disait Domiti, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. On va vous partager l'adresse. Et puis, vous pouvez tout à fait faire une trial, tester l'outil et pourquoi pas l'intégrer à votre plan de l'année prochaine et avoir des résultats tout aussi intéressants que ceux de Domiti, voire même plus. On a une question qui est: comment construire une vision unifiée de l'acquisition quand les données sont fragmentées entre plusieurs outils? Ouh là là. C'est un autre webinaire. Je ne sais pas si tu as des inputs, peut-être Isabelle. Alors, je me tourne vers Isabelle, mais Domiti, si tu en as, n'hésite pas. Alors pour le coup, nous on a cette problématique-là, et en fait notre moyen de réconcilier au final la donnée, il est assez classique. C'est une nomenclature UTM, taguer tout ce qu'on peut en matière de trafic, et donc effectivement on va remonter tout ça dans BigQuery et retravailler ensuite tout ça via BigQuery. Ce qui unifie ensuite le trafic, c'est des ID uniques que notre CRM donne aux visites et aux MQL. Et donc, il y a vraiment un travail de data engineering, alors pour le coup, sur lequel moi, je suis pas compétente directement, pour lequel je m'appuie vraiment sur notre équipe data, parce que ce sont eux qui sont les sachants là-dessus. Encore une fois, d'ici 4-5 mois, je pourrais vous faire un retour d'expérience. On va vraiment l'organiser, ce webinaire. Merci Isabelle. Emma pose la question suivante: quels outils utilisez-vous pour analyser ou remplir vos datas? Et où remplir vos datas?
les mains pour remplir. Des Non, outils. après, il y a les... Vas-y, Domiti. Non, vas-y, Isabelle, je t'en prie. Nous, qu'est-ce qui va être utilisé pour la captation, HubSpot et encore une fois centralise pas mal de l'information qu'on a. Donc à la fois les sources d'où proviennent les visiteurs, à la fois les formulaires, les pages qu'ils ont vues, les formulaires qu'ils ont remplis successivement, les communications qu'ils ont reçues. Et donc, on agrège ensuite l'information d'HubSpot, l'information qui nous provient de l'app Dougs, donc vraiment de notre solution, dans BigQuery. Et on agrège avec ça de la donnée Google Analytics. On fait une grosse tambouille avec ça et ça doit nous ressortir une vision agrégée. T'as un spécialiste. Et ensuite, et là, du coup, Vas-y, pardon. J'allais dire, tu as un spécialiste du sujet ou c'est toi qui a la manœuvre? Parce que quand même, les outils de data vis, data analyse, etc., c'est costaud. Alors, on a à la fois une équipe data en interne qui a la compétence, parce qu'ils ont à la fois des data engineers, donc en fait, qui remontent tous les pipelines de données, et des data analystes qui les processent, mais ils sont sous-staffés, donc on a fait appel à des consultants. Donc une entreprise qui s'appelle Boril, qui est spécialisée justement en data engineering et en data vis. Et puis ensuite, alors il y a beaucoup aussi qui passent par HubSpot, et donc on a en interne un expert HubSpot. Et comme pareil, on fait un grand ménage en fait cette année. On est aussi en train de passer par des consultants pour remettre notre HubSpot à plat. Donc il y a c'est 50-50, c'est à la fois de l'interne et puis quand on atteint nos limites, on passe par de l'externe. Et nous, pour compléter, nous, à la place de Google Analytics, on est plutôt Matomo. Mais c'est le même fonctionnement. Ok. Eh bien, on a fait quasiment 1 heure. C'était pas forcément prévu, mais comme quoi il y a des choses à raconter. Je vais vous laisser aller déjeuner. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. On se donne rendez-vous du coup au Q2 2026 pour faire un bilan. En vrai, ça peut être pas mal de se dire plan 2026. Plan versus réalité. Où on en est. Où on en est. Avec le Et je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions sur nos LinkedIn personnels. Je vais partager dans le chat. Et puis voilà, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, Domiti et Isabelle. Mais en tous les cas, merci encore pour vos insights et on va espérer réussir notre plan de 2026. Et oui, bien sûr, bien sûr. Vive le marketing, c'est ça qu'il faut dire. Merci à tous et bon courage pour le plan marketing. Ouais, merci à tous. Merci, bye bye. Au revoir.